all that jazz. J'ai un peu cette âme du japonais qui, dès qu'il voit un joli objet, a envie de l'acquérir et de rajouter des trucs autour pour qu'il ne se sente pas trop seul. Donc je collectionne surtout les jouets de manière sérieuse, on va dire. Les robots japonais, pour expliquer aux gens du type un peu Goldorak, etc. Donc il y a une myriade de jouets dans cette veine-là qui existent. On en connaît quelques-uns en France, mais c'est beaucoup, ça se trouve beaucoup au Japon. Et il y a un design comme ça, beaucoup plus chaleureux, c'est plus généreux. Et les formes sont plus rondes, les couleurs plus vives, c'est plus chatoyant, etc. Et j'aime bien cet esprit-là, c'est plus agréable à l'œil et au toucher, et c'est plus confortable. J'aime bien l'esprit design de cette époque-là, fin 50, début 60, parce qu'il y avait, je crois toujours dans le design, une espèce et dans la fabrication, il y avait toujours, on sentait un peu l'amour de la fabrication. Il y avait une espèce d'amour du travail bien fait. On sent le cœur des gens qui ont travaillé là-dedans et ça fait plaisir et ça rend l'objet beaucoup plus intéressant. Quand j'étais assez jeune, j'allais assez souvent au cinéma avec ma mère et donc elle m'a ouvert les yeux sur tous ces films comme ça américains des années 50-60 qui avaient toujours des musiques très romantiques comme ça, très orchestrées. C'est forcément rentré quelque part et c'est ressorti dans la musique que je fais. J'aimais beaucoup les films de James Bond quand j'étais jeune, avec les gadgets, etc. Et Mission Impossible, c'était une espèce de condensé de ça, avec une musique qui était super rythmée et qui rythmait non seulement les images, mais qui en plus, à elle toute seule, tenait debout, avait un réel intérêt. Ce qui est important, c'est l'atmosphère qu'on crée, le décor qu'on plante, l'histoire qu'on peut raconter, parce qu'on peut aussi raconter une histoire, même si il n'y a pas forcément un sujet particulier, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Quand je compose de la musique ou quand je sélectionne de la musique pour un disque, le disque, a priori, va rentrer dans l'univers intime des gens, que ce soit chez eux, dans leur maison, dans leur voiture, etc. Donc déjà, moi-même, j'entre par le biais du disque dans un univers qui est plus intime. Le disque élégant du mois. Ah, c'est ça. Les classiques enchaînés avec classe. Sacré Patrick. Et je sais qu'il va être chroniqué dans Télérama également, par Laurent Grigoulet. Ah bon? Qui m'a même demandé un exemplaire du premier volume, parce qu'il le passe souvent quand il va à des soirées, et en fait il a fini par l'oublier dans une soirée. T'imaginais, hier, après avoir raccroché, le journaliste qui passait un disque. Je me suis dit, c'est cool, non seulement les gens écoutent les disques, mais en plus ils les gardent et ils les passent. Ça, c'est bien. Tu es très fort, Guy. Les journalistes travaillent surtout pour des trucs, même quand c'est musique, ça reste toujours très généraliste et donc toutes les questions restent très générales. Donc c'est vrai que s'il y avait des magazines qui étaient un petit peu plus dédiés musicalement, mais en général ceux qui sont dédiés musicalement ont ce problème de vouloir être au-dessus d'une certaine musique et donc dès que c'est un petit peu populaire ou que c'est un peu ludique, ça sort de leur centre d'intérêt. Donc ça reste des médias assez élitistes avec cette notion de bon, on va faire des trucs sérieux pour les gens sérieux et tout de suite c'est un petit peu rébarbatif aussi. Donc voilà, ma position.
Quand on a fait ce premier disque, il y a eu un gros succès. Il y a plein de gens, quand j'allais faire le DJ, qui m'en demandaient alors, la suite. Avec les respects, on s'est dit, c'est vrai que bon, ce serait dommage de s'arrêter là. C'était une chouette histoire, le premier disque. On avait bien rigolé à la Playboy Mansion, etc. En plus, quand c'est un succès, les gens aussi veulent continuer dans cette voie-là. Donc il y avait plein de choses qui faisaient que la porte était ouverte pour continuer. Et je me suis dit, comment pouvoir continuer après ce premier disque, après un succès finalement assez gros. Je me suis dit, après la Playboy Mansion, et ça restait. Et je suis parti de cette idée qu'à la fin de la soirée, on pouvait continuer. C'était un objet totalement quotidien, qu'a priori on ne faisait qu'écouter. Et là, soudainement, on pouvait jouer avec, on pouvait le triturer, on pouvait le modifier, on pouvait en faire quelque chose d'autre. On pouvait y imprimer ses idées. Et donc c'était quelque chose d'assez excitant. J'ai commencé effectivement à mixer, à faire des cassettes, des choses comme ça. À l'époque où j'ai commencé, le CD n'existait pas, donc vraiment... C'est comme si du jour au lendemain, quelqu'un qui écoute des CD s'aperçoit que tiens, on peut faire autre chose avec, je vais essayer. Ce qui me plaisait encore dans le remix, c'était juste de pouvoir partir d'une base et de l'arranger différemment. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui existait et on pouvait... c'est une création sans création, c'est-à-dire qu'il y a 3 lignes écrites, à partir de ces 3 lignes, on peut faire sa propre création. Donc ça évite de se retrouver devant la page blanche. Puis surtout quand on n'est pas musicien, ce qui est mon cas, quand on n'a pas eu en tous les cas une éducation musicale traditionnelle, de jouer d'un instrument ou de lire la musique, partir de ça, ça permet d'être musicien aussi, puisque on fait un travail musical, mais sur quelque chose qui a été créé par des musiciens traditionnels. J'ai eu la possibilité d'arriver sur le remix à une époque où ça se faisait d'une manière très différente, où on partait de ce qui était enregistré, alors qu'aujourd'hui, on vous donne quelques parties de cet enregistrement et puis vous rajoutez le reste. À l'époque, on rajoutait rien et c'était pas très bien vu de rajouter, les artistes n'aimaient pas tellement. Donc on recomposait ce qu'eux avaient enregistré, donc ça permettait effectivement de comprendre mieux comment les choses étaient faites et du coup d'apprendre et de pouvoir les faire à terme soi-même. J'essaie pas de trouver une atmosphère, en fait, la manière dont je travaille quand je fais de la musique. Je commence par des sons, des fois c'est des samples, des fois c'est des sons qui sortent d'un synthé ou d'ailleurs. Et autour de ces sons, je mets des couches et des couches et des couches. Certaines éliminent les premières, d'autres restent comme ça en multicouches. Et il y a une ambiance qui se dégage d'elle-même. Et après, je m'attache à parfaire cette ambiance. Hey! L'image, c'est un truc très important parce que ça permet justement d'éveiller l'attention des gens. Et l'image que je donne est à chaque fois une extrapolation d'une de mes facettes ou de quelque chose que moi je suis réellement. On dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais ce qui est complètement faux, et on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine, et c'est totalement faux aussi. Je pense que c'est la manière dont on présente les choses est très importante. Alors, il ne faut pas décevoir, il ne faut pas présenter quelque chose qui ne correspond pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. On comprend plein de choses qu'on ne comprenait pas avant, les hôtels de luxe, des trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais qui, quand tu fais des voyages très courts comme ça, finalement, tu te dis que c'est bien pratique d'arriver et de savoir exactement ce que tu vas trouver. C'est un peu les McDonald's, les hôtels, toutes les chaînes internationales.
dont tout le monde connaît les noms et qui ont des hôtels comme ça dans toutes les villes. En fait, j'ai compris pourquoi c'est toujours plein, pourquoi ça marche, alors que c'est moche, impersonnel et jamais formidable. C'est parce que tu sais exactement ce que tu vas trouver et tu sais quel goût ça va avoir et au moins tu ne te préoccupes pas de savoir dans quel lit tu vas dormir, tu sais ce qui t'attend. Musicalement, il a un style qui est vraiment propre, même s'il est largement influencé de disco et de morceaux assez vieux. Il a un style propre, il a une image qui lui est propre. Et en toute honnêteté, c'est un des DJ que j'ai vu le plus retourner des salles à l'étranger. C'est un DJ dont on ne s'aperçoit pas en France de la popularité qu'il a à l'étranger. C'est délirant, quoi. C'est l'égal des Daft et de Laurent Garnier sur l'étranger. Et encore, dont Laurent s'est un peu arrêté de tourner. Les Daft, c'est pas vraiment des DJ, donc c'est pas loin d'être le numéro 1 des DJ français. Je pense qu'à la base, une des trucs qui correspondait bien avec nous, avec Dimitri, c'était que même si on défend la house et la techno depuis des années, quoi, on n'écoute pas spécialement que de la house et de la techno, loin de là. Donc il y avait cette ouverture d'esprit vers la soul, le disco, le funk, le hip-hop, le R&B, qui est peut-être au moins... Quand Dimitri, même, il est vraiment à l'aise, ça va être 50% du set de DJ qu'il va faire, c'est des choses qui n'ont pas un tempo de house. Playboy Mansion, ça a été, on pouvait faire une fête là-bas, mais il fallait faire une idée pour illustrer un peu ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une compilation. Playboy Mansion, pour ceux qui ne savent pas, il doit en avoir, j'imagine, c'est la maison du Geffner, donc le patron de Playboy qui a 75 ans maintenant à peu près. Et c'est sa maison... c'est un Disneyland pour adultes. Voilà, où il y a tous les soirs des teufs, pratiquement tous les soirs, mais il en fait encore un paquet. On va pas mythifier, nous on s'est vraiment éclaté. Maintenant, pour eux, les Américains, ils savaient même pas qui c'était, qui faisait quoi, c'était juste qu'ils étaient en train de boire des verres à la Playboy Mansion. Nous, on s'amusait. Je crois qu'en fait, les Américains, Playboy, ils ont vu un troupeau de Français arriver, tout traché. Et ils ont, à la limite, je crois qu'Efner, il a compris qui on était, parce que tout le monde, moi je suis venu là, l'harceler pour prendre des photos avec lui, comme ça. Donc il a dû comprendre à peu près ce qu'on venait faire chez lui. Fred se trimballait en peignoir, et quelqu'un allait dire, écoutez, Geffner ne veut pas que d'autres personnes que lui se trimballent en peignoir. Mais c'est vrai que c'était pas mal, il y avait un jacuzzi privé dans lequel on fait les photos, enfin privé. Et donc ça, on s'est bien amusé dans le jacuzzi, donc il sortait en peignoir, c'était assez dans la fête. Il y a 400 personnes, il y a un mec en peignoir, à poil, pieds nus, dans la mansion. Non, il y avait Kylie Minogue qui était là, donc on avait lié connaissance avec Kylie Minogue, il y avait Spike Jonze, il y avait Sofia Coppola, il y avait Thomas Bangalter, il y avait Elodie Boucher, il y avait... Puis alors il y avait Farah Fawcett, il y avait Fonzie. Fonzie, je l'ai pas vu, alors ça, j'ai vraiment les boules. Alors, on sait pas comment il est arrivé là, mais il y avait le mec qui jouait dans 8 ça suffit, le père de famille, le gros là. Bah, c'est pas bien, cette série, c'est les gens d'Hollywood, ils sont invités régulièrement, ouais, ils seraient pas venus écouter Dimitri, hein, ça c'est clair.
même manière que mon album, je le fais a priori tout seul à 80%, en dehors des intervenants musicaux ou chanteurs qui ont été utilisés. Ça fait partie de la personnalité. Moi, je suis fils unique, donc j'ai toujours été habitué à me démerder tout seul. Donc, sans frère, sans sœur. Donc, quand tu es tout seul dans ta chambre avec tes jouets quand tu es gamin, tu fais ton univers autour de toi et c'est quelque chose qui reste. Et j'en parlais avec quelqu'un avec qui je travaille, justement sur ce projet-là, qui est ingénieur du son, il me racontait la même chose. Il me disait, moi je me sens mal si j'ai pas mes heures de solitude hebdomadaires parce que j'ai besoin de me retrouver dans mon petit monde où je sais que tout est comme je veux, quoi. Donc c'est un truc qui est là, dont il faut arriver à se défaire aussi, parce que si on est trop enfermé dans son monde, on voit pas l'extérieur et c'est très important d'être perméable aux stimuli extérieurs. Mais en tous les cas, je pense pas que le fait que je fasse ce travail me rende solitaire, mais ce serait plutôt l'inverse. J'aime bien me promener seul en général. Et j'aime bien faire mes petites affaires, comme chercher des disques, ce que je fais assez souvent à Bruxelles par exemple. Au Fuse, ça fait plusieurs fois que j'y vais, à chaque fois que j'y vais, on sent qu'il y a une évolution dans les gens et qu'on peut leur proposer des choses un petit peu différentes du tout venant house DJ. Donc dans ce sens-là, c'était bien parce que j'ai joué un peu des choses un peu pieds de nez comme ça, un peu des tubes des années 80, en même temps des choses que moi j'aime bien, enfin que j'aimais bien et que je redécouvre avec plaisir. À chaque fois quand je prépare une soirée comme ça, je cherche des trucs un peu différents et là j'aime bien sortir des trucs de ma collection et les gens ont vraiment bien suivi et il y avait vraiment un bon retour des gens jusqu'à la fin, donc c'est bien. DJ est quand même au service des gens qui sont sur la piste, on est là pour ça. Et faut pouvoir leur proposer des choses qui soient intéressantes. Et moi j'essaie de proposer des choses qui puissent les marquer, puis qu'ils se souviennent, ah c'est marrant, on y était hier, et puis à un moment il y avait ça, on n'y croyait pas, mais finalement c'était bien. Et ça c'est très dépendant de la notoriété qu'on peut avoir dans un club ou dans un pays. Donc, si je ne pouvais pas me permettre un set aussi varié, dans un pays où ma notoriété aurait été moindre qu'en Belgique, au Fuse par exemple. Du moment où on a un nom, les gens sont beaucoup plus prêts à accepter quelque chose en se disant « Ah bah il a un nom donc il doit savoir ». C'est assez délicat, il faut essayer de voir à peu près. C'est toujours la première chose que je fais quand je vais dans un endroit que je connais peu, c'est est-ce que les gens ont l'air de me connaître? Est-ce qu'il y en a qui me regardent en me disant « Ah c'est lui » ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont là dans leur club comme tous les week-ends. Le programme de la journée, ça va être assez rapidement repartir sur Copenhague, où il y a une autre soirée respect ce soir. Copenhague qui est un endroit que j'aime beaucoup aussi, c'est dans un club dont on parlait, le Vega, qui est très beau et avec une ambiance comme ça très chaleureuse. Et les gens finissent aussi par me connaître assez bien là-bas, puisque j'ai dû y aller 5-6 fois avec respect. Et là encore, ça va être la première fois que je fais comme ce soir un set un petit peu plus en longueur, donc je suis assez curieux de voir comment ça va passer, et aussi je suis assez curieux de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent de ce que j'ai fait ce soir, sans essayer de trop me répéter, parce que c'est moi qui va m'ennuyer si je me répète, même si les gens qui sont là ce soir ne seront pas là, qui étaient là hier ne seront pas là ce soir.
J'ai aussi du mal à faire exactement la même chose d'une soirée à l'autre parce que du coup c'est moi qui perds l'énergie et c'est moi qui perds le fil.